Existe-t-il un enfant méchant? Oh là là, mais qu'il est méchant cet enfant, entend-on souvent dans les jardins d'enfants. Existe-t-il un enfant méchant? Quelle est cette problématique? Un petit document. Vous savez que tout le monde est détaché là. Oui, oui. C'est dangereux. Oui. Si jamais vous venez à freiner, Ta gueule. Absolument, tu dis pas ta gueule. Ta couille. Ta couille. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Ah, vous êtes bien souriante aujourd'hui. Johanna, existe-t-il un enfant méchant? Qui est-il? Est-ce qu'on peut naître méchant, mauvais, diabolique? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors, que disent les parents à ce propos? Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants méchants cette Écoute, semaine? je pense pas qu'un parent va dire de son enfant qu'il est méchant, mais effectivement, c'est un sujet qui préoccupe lorsqu'on a... Tu penses pas. Combien de fois on l'a entendu? Même après, on dira non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu es méchant, mais tu es véritablement méchant, c'est pas possible. Oui, d'accord. On Non, entend mais de toute façon, peut-être ce qui est un peu moins sûr, en Israël. En tout ce cas, qui en est sûr, France, c'est on que ça l'entendait préoccupe. beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que quand tu es le parent du gosse qui mord, qui frappe Hogan ou même à l'adolescence, quoi, quand il y a des cas de violence entre enfants, en tant que parent, on est vraiment très très mal à l'aise. Très Et on se mal à demande, l'aise, surtout quand on se le demande voisin arrive, surtout il est-ce dit, qu'on mais est votre enfant responsable. est vraiment très méchant. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as à dire? Reviens dessus. Sommes-nous responsables de ces comportements, j'ai envie de dire, borderline? Alors, c'est une très bonne question parce que quand le voisin arrive et dit votre enfant a mordu l'oreille du mien, il vous regarde en disant mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que vous faites chez vous? T'es mal à l'aise. Vous faites T'as l'impression de te sentir mauvais. des sabbats de sorcières? Alors, d'abord, on va essayer de se mettre d'accord sur quelque chose. Il n'y a pas d'enfant méchant. Il n'y a pas un enfant qui est né méchant, qui est sorti, il avait envie de griffer déjà. Et si on a des exemples comme ça, même des exemples bibliques, etc. Tout à l'heure, dans les coulisses, tu me parlais de... rappelle-moi. Ah oui, Caïn et Abel, ça a commencé. C'est vrai que tu vois, moi je me posais la question quand mes enfants revenaient du GAN et puis te racontaient Caïn et Abel, les histoires de Yosef et ses frères. Il y a quand même dans le sein de la cellule familiale, dans le premier livre de il y a des contentieux. Ah oui, mais du coup, tu te dis, mais c'est incroyable que ce soit les premières histoires bibliques que l'on enseigne à nos enfants. Oui, mais d'un côté, la Bible vient peut-être nous raconter que si, effectivement, on ne commence pas à éduquer un peu, à faire de la vraie pédagogie, etc., si on ne commence pas à rentrer des valeurs, alors justement... L'état normal, c'est qu'il va y avoir des contentieux. Moi, je ne pense pas que la Bible nous raconte l'histoire d'un enfant méchant, même pas Caïn qui tue son frère, mais il y a un contentieux. Il se passe des choses, et la réaction par rapport à ces choses, par exemple, dans l'histoire de Caïn et Abel, on ne voit pas les parents intervenir, on ne les voit pas. Il y a un contentieux, il y a une histoire qui ne plaît pas à Caïn, et on ne voit pas du tout les parents. Ils disparaissent. Est-ce que ça ne vient pas nous dédramatiser un peu et nous dire que, contrairement à ce qu'on croit, que la famille, la petite maison dans la prairie où tout est rose, finalement, il y a peut-être des situations de disputes entre frères qui sont, j'ai envie de dire, peut-être normales. Et où est la limite entre la bagarre normale et la bagarre malsaine? Alors, c'est une super bonne question, mais si déjà on ouvre la cellule familiale, des bagarres, on en voit aussi entre les parents, c'est pas juste les enfants. C'est-à-dire, à partir du moment, vivre déjà avec soi-même, c'est un peu compliqué, mais alors vivre avec les autres, c'est pas un truc simple. C'est un truc qui est sûr, c'est-à-dire ça va engendrer des fois, oui, ça va être les parents, ils le savent pas, mais un parent qui arrive qui dit « Oh là là, tu n'as que des mauvaises notes, regarde ton frère comme il a des bonnes notes », eh ben ils ont créé un conflit où personne n'était responsable chez les enfants et tu vas en avoir un qui va l'avoir mauvaise. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de positif finalement dans ces conflits qui s'expriment de façon peut-être des fois un peu violente, mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort dans le cadre de la cellule familiale? Alors, avant de voir les choses positives, voyons d'abord, viens, on met de l'ordre, on voit un peu les choses négatives. Le fait qu'il y ait des disputes, le fait qu'il y ait des jalousies, le fait qu'il y ait de la violence dans la cellule familiale, c'est un truc qui est très dur à porter. C'est dur à porter pour les parents, c'est dur à porter pour les enfants. Ouais, ça laisse des marques, peut-être ça laisse même. des traces, ça laisse des... C'est des situations de conflit qui sont très très dures à gérer. Bien sûr qu'à l'intérieur, les plus optimistes parmi nous vont dire oui, mais ils apprennent à se défendre, oui, mais ils apprennent à trouver leur place, oui, mais ils apprennent à défendre des choses qui leur sont chères, et oui, on va pouvoir trouver des trucs. C'est évident que d'être confronté aux autres et de réussir finalement à trouver des solutions pour que chacun ait sa place, pour que chacun puisse s'exprimer aussi, etc. Des fois, ça passe, oui, par des situations de tension, c'est clair.
Oui, mais est-ce que ça peut permettre de changer la donne? J'ai envie de dire, justement, parce que tu as traversé le conflit, par exemple, tu as laissé... Je sais qu'il y a des méthodes où on te dit n'interviens pas dans les disputes. Des fois, le fait qu'ils se confrontent l'un et l'autre, ils vont finalement dépasser. Est-ce que ce serait un moyen de changer la donne, d'apaiser cette méchanceté qui semble s'exprimer? Alors moi, très rarement, je pense que le fait de laisser s'exprimer les choses jusqu'au bout, ça va les résoudre. Non, j'y crois pas. Moi, par exemple, je ne peux pas regarder un enfant qui tape un petit enfant en disant « Mais laissez-les, ils vont se débrouiller, ils vont trouver leur place. » Oui, évidemment, il y a une limite. Non, mais c'est une méthode que j'ai déjà vue chez des psychologues. J'étais un jour invité chez une psychologue assez célèbre. Ses enfants étaient en train de se cartoucher, il y avait des coups dans la figure. Elle disait il faut qu'ils apprennent à trouver leur place, à trouver la hiérarchie, à trouver le truc. Bon, elle avait une théorie et moi, j'ai cherché à quel moment l'autre allait enlever un œil à son frère. Et là, tu pourras toujours raconter tes histoires de hiérarchie. Non, les adultes, on est là aussi pour mettre un peu d'ordre. Oui, il va falloir, des fois les laisser, ne pas intervenir sur tout, ne pas rentrer dans tout. Prendre parti? Et il n'y a pas un enfant. Alors ça, c'est une bonne question parce que non, tu ne peux pas prendre parti, toi, et dire à chaque fois, mais... Très souvent, on va avoir tendance à défendre. Si tu vois qu'il y en a un gosse, si vraiment il y a un gosse qui a l'air. Pourquoi pas? Parce que je pense pas qu'il y en a un justement. Parce que je pense pas qu'il y en a un qui est méchant. Je pense que des situations où tu deviens méchant, c'est des situations où tu as une frustration qui est énorme en toi, qui n'arrive pas à s'exprimer, tu n'arrives pas à trouver. On te parle plus gentiment. Tu étais peut-être le petit de la famille, et puis il y a un petit qui a pris ta place et qui prend toute la place. Enfin, il peut y avoir un bouc émissaire. Il peut y avoir dans une fratrie un enfant qui se prend toujours les coups d'un autre. Alors pour moi, c'est pas prendre parti. Il va falloir mettre de l'ordre. Okay. Tu arrives, tu dis attention. Moi, par exemple, ça m'est arrivé. Je vais vous raconter une histoire personnelle. J'étais en France, en Schlichrout. J'avais été envoyé par l'agent juive. Au moment où je reviens, mon premier fils rentrait en Kita Aleph. C'est-à-dire, c'est l'école primaire. Et là-bas, les petits Israéliens, Sabra, Pursouche et tout, avaient l'habitude de se défendre, de se défendre même assez violemment. Mes enfants n'étaient pas du tout préparés à ça. Donc, encore une fois, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre ou dire même, rends les coups puisqu'on te tape. Parce que c'est la guerre et parce que ton fils n'est peut-être pas le plus fort, il va revenir. S'il commence en plus à faire mal à quelqu'un, on risque de le liquider. Mais par contre, pour lui rajouter de la confiance en lui, de la croyance qu'il peut changer cette donne, j'ai inscrit par exemple au judo et ça a vraiment aidé. Il s'est senti beaucoup plus fort physiquement, il s'est senti mieux, plus en contrôle. Mais je ne crois pas qu'il y ait un enfant méchant, je crois qu'il y a un enfant qui a de mauvaises habitudes. Je crois qu'il y a un enfant qui a été habitué à un contexte où on crie beaucoup, où on s'énerve beaucoup, on parle violemment, où on dit des trucs violents et donc qui a commencé à imiter un peu. Oui, parfois, ça peut venir de l'école et non pas de la cellule familiale bien aussi. Sûr, bien sûr. Il peut lui-même être victime d'agression. En tout cas, tu as vu quelque part. C'est pas naturellement. Autant le truc d'essayer de défendre son petit jouet ou son petit monde, ça fait partie d'un truc, c'est défendre son avoir parce qu'on a l'impression que c'est de l'être. Tu as l'impression que tu dois agrandir ton territoire et que tes choses, d'ailleurs, on voit un enfant, il dit toujours « c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi ». C'est même mon papa, ma maman, il a même du mal à partager, même le titre, etc. Parce qu'il a l'impression que quand il agrandit le nombre de choses qui sont à lui, que son être s'agrandit. Par l'avoir, il a l'impression que son être va mieux et plus établi dans ce monde-ci. Ça, tu peux en discuter. Mais à partir du moment où il passe à des moyens violents et tout, l'intervention, de l'adulte, c'est d'arriver, de dire ta motivation a été digne, a été bien, c'est bien de vouloir être plus existant, plus influent, ta façon de le faire, elle n'est pas bonne. Il y a mieux. Oui, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut dire qu'éduquer un enfant, c'est de lui apprendre à canaliser son agressivité ? Une partie, je définirais pas l'éducation comme ça, mais je dis qu'une partie, c'est de lui apprendre en tout cas que cette même agressivité qui va être importante, cette façon de savoir se défendre qui va être importante face demain à un ennemi, à un terroriste qui t'attaque, etc. On va avoir besoin, de ce qui s'appelle en hébreu gvura, c'est-à-dire de cette façon de, être courageux, savoir se défendre, etc. Mais en même temps, c'est peut-être un peu ce qu'on apprend au judo, c'est-à-dire cette canalisation de la force, c'est ça qui fait que tu es vraiment fort. Et c'est pareil, cette canalisation de ton énergie va faire que tu vas être un gosse intéressant, quelqu'un de sympa, et demain un adulte sympa. C'est-à-dire de savoir que tu as la capacité mais pas t'en servir n'importe comment et à mauvais escient.
Oui, et je pense aussi qu'avant tout ça, il faut quand même leur donner à nos enfants la capacité de reconnaître leurs sentiments, c'est-à-dire de voir d'où ça vient, d'être dans une sorte d'introspection et de voir qu'est-ce qui s'est passé en eux, parce que des fois, leurs sentiments débordent et ils savent pas quoi en faire. Donc, tout à fait. Il y a énormément d'énergie, même chez un enfant. Des fois, il va courir, il va piétiner un enfant qui est là, mais il n'a pas fait exprès. Lui, il a besoin, ou quand il grandit, moi qui m'occupe beaucoup d'ados, je peux vous dire, à un moment donné, tu deviens ado, tu as des muscles beaucoup plus forts. Plein de fois, les enfants font des trucs, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cette masse musculaire nouvelle. Ils vont fermer la porte comme avant, et puis tac, elle se cogne. Et toi, t'arrives, tu dis, mais t'arrêtes de mettre... Mais il n'a pas tout à fait exprès. Mais par contre, après, il se grise à cette nouvelle force. Il a envie d'essayer sur des autres, en les embêtant, en les tirant, en montrant qu'il est plus fort, qu'il est un peu tyran. Et là, l'adulte est important. Il vient, il dit, calme-toi, au contraire. Par contre, j'ai besoin de ta force. Viens m'aider à décharger le camion. Viens m'aider à faire les courses. Tu vas lever les sacs parce que t'es aussi fort que moi, etc. Et là, il va être valorisé, l'enfant. Et au contraire, il va être content. Et viens défendre tes frères à l'école parce qu'il y a un petit qui les embête, va le prévenir que t'es son grand frère, en lui disant gentiment, etc. Mais il saura. Et là, tu vas, oui, canaliser. C'est comme ça qu'on canalise et qu'on amène. Et l'enfant a besoin de sentir que, oui, sa force est là et elle est utile. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on pourrait aussi les aider à normaliser leurs sentiments. Leur dire, c'est OK. C'est OK que tu te sentes frustré, que tu te sentes en colère. Accepter et accueillir leurs sentiments négatifs et leur apprendre à vivre avec aussi. Oui. J'ai envie de dire peut-être de leur apprendre à augmenter leur récepteur intérieur, leur récipient intérieur, excusez-moi, pour accueillir leurs sentiments négatifs et leur dire et un peu leur donner la capacité à accepter ces sentiments avant de passer à la canalisation. Oui, c'est parce même que des important. Fois, on saute cette étape. Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il faut même laisser l'enfant pleurer, aller jusqu'au bout des fois d'un sentiment de frustration. Par contre, il faut savoir aussi arrêter la machine. Si l'enfant, par exemple, va hurler pendant 25 minutes parce qu'il pense que tu peux... ne le faites pas quand il est en train de crier, etc., parce que ça aidera pas, ou encore moins en lui disant toi-même des trucs violents. Tu continues, tu prends une gifle, un truc et tout. C'est pas comme ça qu'on va lui apprendre à se calmer ou à canaliser quoi que ce soit. Par contre, toujours être en discussion avec lui, chercher est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs moyens. Une façon, j'ai vu une femme ce matin qui avait une méthode et qui lui avait appris des trucs de yoga à son enfant. Quand tu es comme ça, viens, on va expulser. Mais ça marchait super bien. Et la petite est toute contente d'avoir fait ça. Elle dit, je suis plus énervée parce que c'est parti, je l'ai enlevé, etc. Ça va pas tenir sur 10 ans encore, la façon, etc. Mais ça peut aider aujourd'hui. Et si le yoga peut l'aider, oui, à canaliser, à truquer, alors faites-lui faire. De toute façon, notre rôle de parent, c'est de montrer que des fois, il y a une situation où même la force, par exemple, va être efficace. Mais nous, notre rôle d'éducateur, c'est de dire, bien sûr que c'est efficace. Si tu prends le type et que tu le sors de la pièce, il t'embête plus. Sauf qu'il va se retrouver dehors de la pièce, il va ruminer sa vengeance, il va être exclu. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, des fois, ça va être de montrer que tu aurais été capable, tu as la force pour le faire, etc. Mais justement, canaliser ça et lui dire « Bon, je te préviens, tu arrêtes de nous embêter, viens jouer avec nous et réaccepte. » À propos, les enfants font ça beaucoup mieux que les adultes, sachez-le. Si vous regardez une dispute d'enfants, vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, des fois, ils réintègrent le type, alors que nous, on va être 6 mois après ce qu'elle m'a fait, je peux plus lui parler, etc. Les enfants, ils ont un système très souvent beaucoup plus sain pour réintégrer même le type qui les embête. On va faire venir des enfants, je pense. Il serait temps, d'ailleurs, dans cette émission, d'amener des fois quelques enfants. Par rapport à nos sujets, on a pas mal parlé. On n'a pas, bien entendu, fait le tour de tout le sujet, mais ce sont des sujets complexes. On reviendra, on les coupera en tranches, on rentrera. Mais il faut retenir quand même quelque chose de toute cette discussion. Alors, la chose qu'il faut essayer d'éviter. Maintenant. Johanna, qu'est-ce qu'on doit éviter ? Moi, j'ai envie de dire encore un truc un peu nouveau. Allez, je voudrais dire qu'il ne faut pas confondre la violence, les disputes interfamiliales entre frères et sœurs et la haine. Parce que je pense il est possible qu'il existe entre frères et sœurs de la haine. Et c'est important de faire la distinction et de savoir sur quel terrain on se trouve. Alors moi, j'irai dans le même sens que toi. On va aller à un stade plus loin. Je dirais que souvent, la haine, elle vient du fait que tu n'as pas pu faire tes disputes à un niveau plus bas. Ah. C'est-à-dire, si je ne t'ai pas laissé exprimer des fois ta frustration, et des parents qui arrivent et disent « Non, ne vous engueulez pas, non, ne criez pas, non, laisse ta sœur d'un... » en pensant qu'ils font l'arbitrage, et puisque tu as cité tout à l'heure l'histoire de Yosef, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a une situation où on voit qu'il y a une animosité grandissante, et on ne voit pas d'intervention des parents à aucun moment,
ni de Yaakov. Et au bout d'un moment, ça s'est transformé en haine. Et il va nous dire le texte, il pouvait même plus Attends, mais là, lui tu parler. dis une chose et son contraire. Tu dis Non, pas du tout. Attends, Ce que je dis, c'est que... j'ai pas suivi. C'est que toi, tu as parlé, tu as dit animosité, d'accord, je suis en conflit parce que c'est ma chambre, parce que c'est mes affaires, parce qu'il a touché mon lit, parce que, d'accord, ça arrive tous les jours, c'est des disputes domestiques. Mais si tu les laisses pas s'exprimer, au moins un peu, alors d'accord, si jamais ils veulent en venir au coup, ou se tirer dessus, tu vas devoir intervenir. C'est ce qu'il a fait, Yaakov, Ah. il les a laissés s'exprimer. Alors, en fait, si tu regardes, oui, mais il Je intervient... dis, mais pas trop, quoi. Mais non, il intervient pas quand il voit que c'est en train de... Ah, donc tu dois les laisser s'exprimer jusqu'à une certaine limite. Si tu regardes bien, il les a pas laissés s'exprimer parce qu'à aucun moment, on va reprendre la première histoire pour nos amis auditeurs qui s'intéressent à la Bible. Le tout début de l'histoire, Yosef arrive et dénonce ses frères en disant ils font des bêtises et ils mangent des morceaux d'animaux vivants. C'est la première grande dénonciation de Yosef à son père. Son père, d'abord, ne le réprimande pas en disant tu arrêtes de dire des bêtises sur tes frères, etc. Amène des preuves de ce que tu dis. On ne voit pas de ça. Et on ne voit pas de réunion familiale où il dit bon, alors les gars, allez-y, exprimez-vous. Et finalement, on le laisse. On a l'impression qu'au contraire, Yosef est récompensé même d'être un délateur. Il va avoir cette petite chemise bigarrée, il va avoir... Et finalement, tu as l'impression qu'on donne, qu'on aide le délateur à faire son travail et qu'on l'encourage et qu'on le récompense. Et c'est ça qui fait passer les petits conflits familiaux à un niveau de haine tenace des fois ou d'animosité donc très, très on est contre prononcée. la non-ingérence. Non, il faut comme dans tout dans l'éducation c'est toujours un équilibre. Ça va jamais être ne rien faire, ça va jamais être étouffer tes enfants en étant omniprésent et le policier, le juge de la maison tout le temps, c'est pas possible. Ils ont besoin aussi de merchav timroun, comme on dit ici, d'une marge de manœuvre pour pouvoir exprimer leurs sentiments. Et tant que tu équilibres, tu as de bonnes chances de jamais arriver à des situations de haine, tenace, etc. Ça viendra pas. Le bon conseil. Alors moi, j'aurais retenu d'abord un bon conseil. Tu en as peut-être un autre, toi, que tu vas pouvoir exprimer. Pour moi, le plus important, c'est d'abord de bien comprendre. Il n'y a pas d'enfant qui est né méchant. Et n'allez pas dire, oh, c'est son caractère, lui, il a toujours été dur, il a toujours été violent. Non, ça vient exprimer la violence, la méchanceté, etc. Le fait que tu peux croire que quand il fait ça, il cherche toujours le conflit. Ça veut dire que la frustration est énorme. C'est-à-dire que l'incapacité à communiquer ce qu'il ressent chez cet enfant est énorme. Au contraire, il va falloir lui consacrer plus de temps, il va falloir ouvrir tout ça, essayer de comprendre comment il fonctionne. Oui, j'ai envie de dire, les premières paroles de Moïse, c'était « Lama takerecha ». Il a vu un juif frapper un autre juif. Donc, il a commencé par se poser la question du pourquoi l'un frappe l'autre. C'est une situation qui semble tellement pas naturelle. Contrairement à ce qu'on croit, même tu parlais des conflits familiaux qui ont l'air super naturels, mais en vrai, si tu as instauré une façon de parler, une façon de résoudre, c'est moins naturel que ce qu'on croit. Il y a conflit souvent quand il n'y a pas de communication possible, parce que normalement, tu dois pouvoir trouver par la parole des solutions au conflit. Tiens, viens, je vais mettre mon lit ici, on va mettre un rideau de séparation si tu as besoin d'avoir ton petit coin. Mais on peut en discuter, on n'est pas obligé de rentrer en conflit territorial, même dans une chambre, etc. C'est-à-dire même des fois de l'acceptation du fait que, oui, le conflit est toujours nécessaire. Non, il peut être nécessaire. Des fois, il y a besoin d'aller même un peu au conflit. Mais toujours, ou que ce soit une façon d'être ou de vivre, c'est comme « Mais j'ai pas de choix de crier, tout le monde crie dans cette maison !» Ben viens, au contraire, on va tous parler plus doucement et se calmer. Bon, c'est l'apprentissage de toute une vie, j'ai envie de dire. Moi, je voudrais quand même retenir... L'éducation, c'est ça, c'est faire passer de l'expérience de ta vie. C'est pour ça que comme tu es le plus grand, tu as plus vécu, tu dis, écoute, moi j'ai appris que, comme tu dis, j'ai appris qu'en criant, on n'arrive à rien, par exemple. Ouais, c'est ça l'éducation, c'est de dire, j'ai assez vécu pour pouvoir te le dire. Sinon, il n'y a rien qui fait que je devrais pouvoir t'éduquer. Je voudrais rajouter une petite chose dont on n'a pas parlé, mais c'est quand même de dire, peut-être, effectivement, il n'y a pas d'enfant méchant, mais il peut y avoir un enfant fort, un enfant qui a une midate de gvoura, j'ai envie de dire, ou qui a peut-être un peu de violence à l'intérieur de lui. Et j'ai envie de citer Bruce Lee, parce que Bruce Lee, il disait qu'il était violent. Et il a su en faire une force et il a su aussi rendre sa violence quelque chose de très beau et de très admirable. Et donc j'ai envie de dire peut-être que quand on a face à nous un enfant qui a peut-être beaucoup d'énergie et d'agressivité à l'intérieur de lui, de l'aider, comme tu as dit, à canaliser, mais aussi de lui expliquer que finalement, ça fait partie des midotes dont on parle. On avait touché un mot tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir dessus pour essayer de finir. C'est-à-dire, oui, des fois, si je suis fort, mais c'est valable aussi si je suis très intelligent, etc. Des fois, je peux m'en servir pour en profiter et écraser un peu les autres avec. Finalement, si tu es fort,
tu vas être quelqu'un de naturellement respecté un peu dans la classe parce qu'on a peur de toi, on te craint. Alors, est-ce que tu profites de cette force pour défendre les gens de ta classe, tes copains, etc. Ou bien est-ce que tu vas en profiter pour être un tyran et écraser les gens? Et finalement, ça ressemble un peu au comportement même des régimes, des adultes, etc. Qu'est-ce que je fais de la force? Est-ce que c'est un truc que je mets au service de la collectivité ou c'est un truc que je mets pour écraser la collectivité, même à mon service. J'ai envie de citer citer Goldman, tous ses défauts qui sont autant de chances. C'est-à-dire qu'à la limite, même... Mais là, en l'occurrence, c'est même pas un défaut, c'est une force. D'accord? C'est une qualité. Mais est-ce que je m'en sers pour écraser l'autre en disant, bah oui, ça sert mes intérêts, mais est-ce que c'est vraiment ton intérêt d'écraser l'autre? Et finalement, cette discussion et cette réflexion, elle est obligatoire dans les maisons, de se poser ces questions. Les techniciens me disent qu'on doit finir. Je pense qu'on a bien parlé quand même. On vous remercie. Johanna, on te remercie d'avoir été ici cette semaine. On remercie les techniciens qui font un travail extraordinaire jour après jour sur Studio Kalita. Et à vous qui nous suivez chaque semaine, restez avec nous, écoutez nos émissions, conseillez-les à vos copains et à très bientôt. Au revoir.